Bonjour à tous, j'espère qu'on est bien branchés. Vous nous voyez, ça doit aller, on va sur le retour. Très heureux de vous retrouver pour ce séminaire dédié aux partenaires FI. On vous décrypte l'actualité, Dieu sait qu'elle est chargée en ce moment. L'objet de cette rencontre, c'est de vous présenter les éléments qui arrivent en contrôle sur les chaudières biomasse à partir du mois d'avril. Alors, pourquoi ce séminaire? Effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter le contenu des contrôles, vraiment dans le détail, afin que vous puissiez appréhender quels sont les critères qui vont être évalués et comment ils vont être évalués par les bureaux de contrôle, de regarder les pièges qu'il faut éviter, fort de l'expérience qu'on a pu mener ces derniers mois en faisant un certain nombre de contrôles-tests avec des organismes qui vont jouer sur le marché demain. L'objectif pour nous étant d'apprendre, essayer de voir s'il y a des pratiques qui vont être contrôlées, qui sont différentes de ce qu'on pratique aujourd'hui, pour vous alerter sur attention, il faut contrôler ça, ça, ça et ça. Et donc, pour entrer dans ce détail, on a fait appel à notre expert, Rodolphe Batis, qui est monsieur réseau pro pour le chauffage. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous. Et donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, il nous détaille, d'un point de vue technique administratif, tout ce qui va être contrôlé. Pour commencer, Rodolphe, tu peux nous préciser dans les grandes lignes qu'est-ce qui change et quand? Alors, ce qui change, c'est d'abord qu'effectivement, ces contrôles, c'est nouveau, ces contrôles orientés C2E vont concerner tous les devis signés à compter du 1er avril 2022. Ce seront donc des contrôles aléatoires sur les chantiers de chaudière biomasse, sur site ou par contact. On va préciser les critères concernant davantage les contrôles sur site tout à l'heure, donc des critères réglementaires et techniques qu'on va détailler. On peut ajouter que le versement de la prime FI se fera après réalisation du contrôle. C'est un processus qui résulte de la réglementation et qui additionne les DS, qui fait que ça va avoir des délais de règlement qui peuvent atteindre environ 8 semaines après l'émission du dossier. Info utile, ces contrôles seront différents du principe que vous avez pu connaître sur les certifications RGE, c'est que vous ne serez pas averti à l'avance de ces contrôles chez les clients, chez vos clients. D'accord, Rodolphe. Donc, on a bien compris, une mise en place de contrôle. Est-ce qu'il y a des choses à bien faire avant les contrôles, des prérequis par exemple? Oui, en matière de prérequis, en fait, ça semble évident, mais ces contrôles vont concerner des travaux qui sont réputés terminés. Des travaux sur lesquels vous aurez un procès-verbal de réception de travaux signé. Et puis par ailleurs, ça imposera que le devis, la facture, la note de dimensionnement de l'installation ait été remis au client et à FI, et que l'attestation sur l'honneur soit signée par le client et par le professionnel. D'accord, c'est très clair. Donc, les travaux sont terminés, les 4 documents sont à disposition du client et de FI. Maintenant, le jour du contrôle, il se passe quoi? Qu'est-ce qui va être contrôlé? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a 18 critères qui vont être contrôlés, qui sont à la fois administratifs, réglementaires et techniques. Pour commencer, le contrôleur va vérifier que le devis et la facture sont bien en possession du client. Et donc, ils sont susceptibles de demander au client de lui présenter ce devis et cette facture. Donc, il est impératif que vous ayez pris la peine de donner ces éléments au client. Par ailleurs, la chaudière installée, elle doit correspondre aux informations qui sont mentionnées sur la facture. Donc, il est important de vérifier, y compris le jour de l'installation, qu'il n'y a pas d'incohérence par rapport à ces deux éléments. Alors, bon, il y a les joies du direct. Voilà. Sur les autres critères, un peu plus techniques, la puissance thermique nominale de la chaudière ne doit pas être supérieure à 70 kW. Ça, c'est un critère qu'on connaît déjà depuis très longtemps. Et puis, l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière doit être de 77% quand la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 kW et 79% lorsque cette puissance est supérieure à 20 kW. Enfin, sur la partie zone chauffée, la chaudière doit couvrir les besoins en chauffage des surfaces qui sont chauffées par cette chaudière. Autrement dit, le réseau de chauffage central alimenté par la chaudière concerne une certaine surface. C'est comme ça qu'on définit la surface à chauffer par la chaudière. Et la chaudière doit être suffisamment puissante pour couvrir ces besoins-là. Si vous avez un doute d'ailleurs sur la manière de calculer la surface chauffée, vous avez effectivement sur la slide un numéro de téléphone ou une adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser pour avoir plus de précision. Enfin, cas fréquent de non-conformité, ce qu'évoquait Jérôme tout à l'heure sur les tests que nous avons menés, la note de dimensionnement, l'étude des déperditions doit être remise au client
et AFI. Cette note, elle peut être demandée au client le jour du contrôle. Donc, culturellement, on n'a pas tellement l'habitude, en effet, de remettre cette note de dimensionnement forcément au client. Eh bien, il faut changer, c'est un impératif. Ce client doit être en possession de cette étude de déperdition. Par ailleurs, le contrôleur va s'assurer qu'il n'y a pas un surdimensionnement manifeste de la puissance, justement au vu de la note de dimensionnement. Alors, on vient de balayer les 7 premiers critères, qui sont plutôt des critères très administratifs plus que techniques. Mais comme on le mentionnait, c'était près de 50% des contrôles qui ont été déclarés en échec lors de nos tests. C'est pour ça qu'on insiste assez lourdement sur ces logiques de notes de dimensionnement qui ne sont pas dans les pratiques courantes, pas en termes de travail. On sait que vous les mettez en œuvre et vous les réalisez pour pouvoir avoir des machines qui soient mises en place comme il faut, qui soient dimensionnées comme il faut. Par contre, là, c'est vraiment la spécificité autour de ce contrôle, c'est que ces documents-là doivent être mis à disposition du client pour que le contrôleur puisse le vérifier. Donc, on insiste un peu dessus, mais on avait des raisons. On va maintenant passer aux critères plus techniques. Ouais, sur l'installation proprement dite de la chaudière. Donc d'abord, la chaudière doit utiliser de la biomasse ligneuse, c'est un terme un peu spécial, mais ça veut dire des bûches de bois, des copeaux de bois, du bois comprimé, par exemple des pellets. Cette chaudière doit aussi être équipée d'un régulateur à minima de classe 4, thermostat d'ambiance par exemple, vous pouvez avoir les classes 5, 6, etc. également. En cas d'alimentation automatique, votre chaudière doit être équipée d'un silo avec un volume minimum de 225 litres, neuf ou existant, vous pouvez récupérer quelque chose qui préexiste. Et évidemment, il ne doit pas y avoir de dispositif électrique à l'intérieur de ce silo, soit ni de lampe, éclairage, moteur ou autre. En revanche, en cas d'alimentation manuelle, il est impératif d'ajouter sur votre circuit, en tout cas entre la chaudière et le circuit, un ballon tampon. Là aussi, qui peut être un ballon de récup sur une installation préexistante. Concernant l'évacuation des fumées, quand il est présent, le modérateur de tirage doit se situer dans la même pièce que la chaudière. Le diamètre du conduit de raccordement correspond à minima à celui de la buse de la chaudière. Là, pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de la documentation du constructeur et de cette préconisation pour éviter d'avoir le moindre doute. Et puis, là, tout comme c'est décrit dans le calibois, la pente de la partie horizontale du conduit doit être au minimum de 3%. Sur la partie hydraulique, il est impératif d'avoir un système de protection contre les retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière, pour éviter les phénomènes de condensation. Et pour la protection des circuits hydrauliques, il faut nécessairement un vase d'expansion qui soit correctement dimensionné. Attention, le contrôleur va vérifier éventuellement la note de calcul du dimensionnement du vase d'expansion. En tout cas, c'est un critère de vigilance particulier. Et il faut aussi la présence d'une soupape de sécurité. Eh bien, ça fait beaucoup de points de contrôle. C'est vrai que 18 points de contrôle, c'est beaucoup. C'est difficile de les avoir tous en tête en même temps. C'est pourquoi on a pensé qu'il pouvait vous être utile de mettre à disposition une checklist qu'on a établie de manière à ce que vous puissiez, vous et vos équipes, que ce soit administratif ou les équipes qui interviennent sur le chantier, venir juste faire un autocontrôle, de dire est-ce que j'ai bien validé les différents points, de manière à ce qu'on puisse partir en contrôle en ayant la conscience tranquille du travail bien fait. Okay, les points qui vont être contrôlés, je les connais, je les ai vérifiés, donc je n'ai pas de souci, je peux envoyer en contrôle. Cette checklist, elle va vous être envoyée par courrier avec le lien vers le replay de la présentation. J'ai oublié de mentionner un point tout à l'heure sur les questions. Pardon. Vous avez en bas à droite de votre écran un petit module sur lequel vous pouvez cliquer pour nous poser toutes vos questions. Questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Et si jamais vous êtes très productif en questions et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions, à ce moment-là, on vous rédigera une FAQ. On prendra le temps de répondre à toutes les questions et on vous les renverra de manière à ce que vous ayez des réponses exhaustives à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va attaquer, essayer d'y répondre dès qu'on a le retour. Par contre, il peut... Pardon. Alors, première question. Pourquoi ne sommes-nous pas avertis des contrôles?
En fait, l'organisme de la DGEC considère que ça serait un moyen de tronquer la fiabilité de ces contrôles et que ce contrôle concerne uniquement le client. Donc, vous pouvez être averti par le client qui parfois passe un coup de fil en disant « Tiens, est-ce que c'est bien normal que je sois contrôlé ?» Et donc, je vous invite d'ailleurs à lui expliquer la raison pour laquelle c'est fait. En fait, cet organisme vérifie que l'argent qu'il met à disposition de cette rénovation énergétique est correctement dépensé. Mais donc, l'organisme ne veut pas qu'il y ait ensuite la possibilité pour les partenaires d'intervenir sur le chantier avant ce contrôle. Deuxième question, la note de dimensionnement est également obligatoire pour la biomasse. Il me semblait que ce n'était que pour les PAC. Eh bien oui, et il nous semblait à nous aussi pendant un certain temps, mais c'est la nouveauté. Dans le cadre de ces contrôles C2E, la note de dimensionnement est devenue également obligatoire pour la biomasse. Donc elle peut être succincte, mais elle doit être documentée. C'est-à-dire que vous pouvez même utiliser la méthode traditionnelle du GD-delta-T, il n'y a aucun souci, à condition de documenter la raison pour laquelle, par exemple, vous définissez tel coefficient G et la température de base, où est-ce que vous la récupérez, sur quel abac, etc. Okay. Question un peu toujours pareil autour de cette note de dimensionnement qui pose beaucoup de questions. La note de dimensionnement du conduit doit-elle aussi être fournie? Non, aujourd'hui, cette note de calcul, pour définir l'évacuation des fumées, elle n'est pas nécessaire dans le cadre de ce contrôle C2E. Elle est nécessaire éventuellement vis-à-vis de votre fumiste ou de votre fournisseur de fumisterie, mais elle n'est pas nécessaire dans le cadre du contrôle C2E. Okay. Toujours autour de la note de dimensionnement ou cette note de calcul, quel support faut-il utiliser et faut-il obligatoirement utiliser un logiciel agréé? Non, d'abord, il n'en existe pas, en tout cas, qui soit la référence ultime du dimensionnement. Donc, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous choisissez la méthode que vous souhaitez. Ce qui compte, c'est qu'elle soit documentée. Voilà. Et il existe probablement certains fabricants de chaudières qui désormais proposent cet outil. C'est OK aussi. OK. Question toujours sur cette thématique. Y a-t-il un calcul réglementaire avec des coefficients de déperdition imposés pour les contrôles? Sur quoi doit-on s'appuyer exactement pour cette note? Le référentiel Calibois ou un logiciel type Pléiade? Avez-vous un modèle type de devis pour la chaudière? Alors, chaudière, ça c'est question subsidiaire. Alors, je reste sur le dimensionnement. Normalement, j'ai déjà répondu en partie à ces questions. Encore une fois, il n'y a pas une référence ultime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôleur, ce qu'il veut, c'est s'assurer que le boulot a été fait pour prendre en compte le dimensionnement de l'habitation, donc du chauffage. Donc, c'est important de produire un calcul ou le résultat d'un logiciel, c'est fondamental. Ensuite, il va éventuellement s'intéresser au surdimensionnement. Et aujourd'hui, les critères de surdimensionnement, notamment en termes de pourcentage de puissance, ne sont pas mentionnés. D'accord? Donc, le seul terme qui reste un petit peu vague, c'est qu'il mentionne un surdimensionnement manifeste. Donc, là encore, pour éviter tout problème, l'idée, c'est de documenter votre travail. Soit vous avez un logiciel qui existe, un fabricant, rapprochez-vous de votre fabricant, de votre distributeur de chaudière biomasse, par exemple, qui pourra peut-être vous accompagner là-dessus. Ou encore une fois, la règle GD-delta-T simplifiée avec la justification des choix que vous avez faits, ça suffit. Question suivante. Donc, avez-vous un modèle type de devis pour la chaudière à granulés? Alors, en tout cas, il existe des modèles types de devis dans le cadre de votre relation avec EFI qui vous permettent de garantir que ce document respecte tous les critères réglementaires d'éligibilité au dispositif. Et j'irai même un peu plus loin. Si vous le souhaitez, plutôt que d'avoir un modèle type qui va peut-être pas ressembler beaucoup au vôtre, ce qu'on peut vous proposer, c'est vous appeler nos services. Vous avez le numéro de téléphone qui sera sur la présentation, on en a parlé tout à l'heure, et vous nous envoyez un devis et on fait une analyse de ce document et on vous fait un retour personnalisé sur vos devis de manière à ce qu'effectivement on soit tranquille, qu'il porte toutes les bonnes mentions. L'idée de travailler ensemble, c'est qu'effectivement on a une récurrence. Si on fait bien normalement dès le départ et qu'il n'y ait pas de changement réglementaire, normalement tous les devis sont établis sur les mêmes bases et donc du coup ils sont tous bons d'un coup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, sollicitez-nous et on sera un plaisir de vous accompagner. Dans le cadre du remplacement d'une chaudière en place, doit-on se fier à la puissance mise en place? Alors non, c'est parfois un indicateur, mais parmi beaucoup d'autres.
Non, bien sûr que non, parce que d'abord, cette chaudière a peut-être un rendement de 50%, donc ça ne suffit pas. La maison a probablement évolué dans son enveloppe depuis l'installation de la chaudière, si celle-ci est très très ancienne. Donc en tout état de cause, la puissance installée avant remplacement est un indicateur parmi d'autres, mais pas du tout suffisant pour justifier le dimensionnement de la nouvelle machine. Alors, une question que je m'attendais à avoir. Le mitigeur thermostatique est-il obligatoire en cas d'ECS? Alors oui, ça c'est vrai, quel que soit d'ailleurs, enfin, c'est vrai aussi pour la pompe à chaleur. Ce critère, c'est un critère technique qui est vérifié dans le cadre des contrôles éventuellement de renouvellement du RGE, mais qui ne fait pas partie de la grille d'analyse de C2E. Voilà, donc je vous invite, oui, c'est la réglementation à mettre un mitigeur thermostatique, même si nous savons, vous et moi, que c'est parfois une source de SAV. Donc si vous voulez éviter les SAV sur ce sujet, il faut mettre un peu de sous dans le mitigeur thermostatique. Bien. Question, alors là, tester l'expertise. Dans le référentiel Calibois, il faut surdimensionner des chaudières à bois bûche de 2 à 3 fois les déperditions. Comment faire pour les C2E? Puisqu'on a parlé de surdimensionnement tout à l'heure. Ben, c'est juste, alors, de mémoire, moi, je n'ai pas un souvenir que ça soit libellé comme ça dans le référentiel Calibois. D'abord, si on veut éviter les chargements de nuit dans le cadre de chaudières bois bûche, à ce moment-là, autant installer un ballon tampon suffisamment dimensionné pour faire une réserve de stockage d'énergie, ce qui peut coûter un peu de sous, un investissement déjà, et puis en termes de conso, en effet, mais c'est la meilleure solution. Et puis, le risque, en effet, qu'on ne sait pas mesurer pour l'instant, c'est que le contrôleur dise je suis sur un surdimensionnement manifeste, donc je considère que je ne suis pas conforme. Dans le cas où mon client monte un dossier de prime EFI en direct, sans passer par son entreprise partenaire, y aura-t-il des contrôles qui les déclenchera et seront-ils systématiques sur, je vois pas la fin des installations, sur toutes les installations? La logique des contrôles s'applique à tous les chantiers réalisés, quelle que soit la forme avec laquelle ils vont être remontés à un obligé, un mandataire, un délégataire. Donc, quelle que soit la forme avec laquelle le client demande la prime EFI, que ce soit par votre intermédiaire ou en direct, dans tous les cas, il y aura un contrôle. Tous les contrôles sont des contrôles qui vont être diligentés par EFI en direct. Une fois qu'on a suffisamment de dossiers pour pouvoir déposer, on va mandater un bureau de contrôle pour réaliser ces contrôles. Ces contrôles, du coup, que ce soit pour un client particulier ou pour vous, vont être pris en charge par EFI. Et c'est nous qui pilotons la gestion de ces audits avec le bureau de contrôle. Alors, pour la pose d'une chaudière bois, faut-il dimensionner par la puissance ou le volume foyer? Alors, le mieux aujourd'hui, comme c'est un peu nouveau le dimensionnement obligatoire pour les chaudières biomasse, c'est a priori le plus important, c'est de se référer à la puissance nominale donnée par le constructeur comme étant la capacité de la chaudière à couvrir des besoins X. Et il faudrait également tenir compte, notamment pour éviter le surdimensionnement manifeste, tenir compte de la capacité de modulation de la chaudière. Voilà. Donc le volume foyer, qui était un indicateur important, en particulier, si je ne dis pas de bêtises, dans les chaudières bois bûche, ce n'est pas suffisamment documenté pour justifier du bon dimensionnement. Bon, très bien. Je crois qu'on a épuisé. Pardon. Il y a encore d'autres questions qui sont arrivées dessous. Alors, on en prend un peu de temps. Oui. Alors, je travaille avec des chaudières. Sans besoin de ballon tampon. Sans besoin de ballon tampon. Comment fait-on? Si vous êtes en chargement manuel, vous aurez un souci parce que le contrôleur, dans le cadre de ce dispositif C2E, va invalider votre installation. En tout cas, il va remonter une non-conformité. Donc, sur les chaudières qui nous sont vendues par certains constructeurs comme étant pas nécessairement, ne nécessitant pas forcément le ballon tampon, en étant direct sur le réseau, eh bien aujourd'hui, elles seront disqualifiées par les contrôleurs. D'accord. Alors, a priori, je dis ça, ça peut évoluer, mais à ce jour, il n'y a pas de précision quant à la façon dont on dimensionne ce ballon tampon. C'est-à-dire qu'on nous demande cette présence, on impose cette présence, mais on ne dit pas
À l'inverse, par exemple, du vase d'expansion où il est bien spécifié qu'il doit être correctement dimensionné. Sur le ballon tampon, ça reste plus flou. Je crois que pour l'instant, d'après ce que je vois, on aura épuisé les questions. Non, il y en a encore une petite dernière qui arrive. Ah oui. Alors, que se passe-t-il en cas d'invalidation de l'installation? Oui, alors pardon, parce que ce n'est pas forcément le bon terme. Lorsque vous avez une non-conformité qui est relevée, donc on va être informé, le dossier va être bloqué dans son règlement. Donc on va gérer, nous, une demande de remise en conformité qu'on va vous adresser. Et une fois que vous aurez effectué cette remise en conformité, signée par vous et par le client, ce dossier sera redéposé et à nouveau resoumis dans un lot et pourra être recontrôlé ou pas, parce que c'est un tirage aléatoire, il n'est pas impossible qu'il puisse être recontrôlé de nouveau. Donc, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire systématiquement des délais supplémentaires, d'où l'importance de faire bien dès la première fois, d'investir peut-être un peu de temps sur le remplissage de cette checklist qui permet justement d'éviter ces gros écueils et de devoir réintervenir a posteriori. Les contrôles sont-ils que pour les coups de pouce ou aussi pour les C2E standards? Ils sont pour tout le monde. Dès l'instant où il y a du C2E, il y a des contrôles. La seule petite différence, ça concerne le calcul de la surface chauffée, qui en l'occurrence, quand vous êtes dans un dispositif coup de pouce, cette mention n'est pas nécessaire. Mais je vous invite à la noter systématiquement, sinon le jour où c'est nécessaire, vous l'oublierez, c'est humain. Voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, les contrôles concernent tous les chantiers dans le dispositif C2E concernant des chaudières biomasse. Ok. Ouais. Alors, question. Alors, en fait, là, on vous demande comment définir le chargement manuel. Est-ce que chargement manuel, ça veut dire forcément bûche? Et est-ce que chargement automatique, ça veut dire forcément pelet? Non, en fait, chargement manuel, ça peut vouloir dire aussi pelet, même si c'est rare, je pense, qu'on soit sans du tout aucun silo. En tout cas, on va présenter les choses autrement. Dès lors que le silo associé à une chaudière pelet fait moins de 225 litres, celle-ci sera considérée en chargement manuel. Voilà. Le particulier montant lui-même son... on n'a pas eu le temps de merci. Le particulier montant lui-même son dossier auprès d'EFI devra-t-il fournir le bilan du contrôle pour recevoir sa prime? Non, la logique, c'est le dossier complet étant géré par EFI, c'est EFI qui va diligenter le contrôle, c'est EFI qui va récupérer le résultat du contrôle et donc c'est EFI qui réglera la prime auprès du client à réception des contrôles. Donc le client n'a pas de démarche à faire sur cette séquence-là. Les auditeurs Qualibat sont-ils forcément qualifiés pour nos audits? Alors, puisque je suis enregistré, je ne peux pas répondre à cette question. Plus sérieusement, il y a évidemment, vous imaginez bien que dans ce nouveau dispositif, il y a une demande de contrôle qui a énormément augmenté et pas forcément en face ce nombre de contrôleurs suffisant. Donc, il y a des bureaux de contrôle qui sont sollicités, recrutent, forment leur personnel. Nous sommes extrêmement vigilants. Nous, ça fait très longtemps qu'on a anticipé ce qui advient aujourd'hui, ce qui devait d'ailleurs commencer normalement au 1er janvier. Donc, on a déjà pris contact depuis plus d'1 an avec des organismes de contrôle avec qui on a contracté des accords pour avoir de la ressource pour faire ces contrôles et avec qui on travaille depuis plus d'1 an déjà. Donc, on a déjà pu juger sur ces différents sujets de la qualité de leurs intervenants. Donc, je n'ai pas vraiment trop d'inquiétude. De la même façon, on a vis-à-vis de ces gens-là, puisqu'on travaille avec 4-5 organismes qui sont souvent les mêmes et des gens qui ont pignon sur rue, lors des restitutions qu'ils nous font des contrôles, et si jamais on nous dit tel dossier est non conforme, on va vous solliciter, comme le disait Rodolphe, pour une réintervention. S'il y a une erreur manifeste et qu'on peut démontrer cette erreur manifeste, on a toujours une première voie de recours vis-à-vis d'eux pour reconsidérer le contrôle qui a été effectué. Si on peut prouver qu'on a bien fait, ça devient beaucoup plus facile de contester. Par contre, effectivement, en l'absence de preuves, on est là sur le coup sur une demande de réintervention. Lors des contrôles coup de pouce, faudra-t-il prouver de la présence d'une chaudière fuel ou gaz précédemment et comment? Photo, facture combustible. Alors, en fait, on reste dans le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Vous avez remarqué, ça ne fait pas partie des critères qui sont contrôlés spécifiquement sur la liste de 18.
Mais en revanche, c'est un prérequis initial pour rendre le chantier éligible. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui gèrent comment dire, le lot de C2E, c'est-à-dire en l'occurrence EFI, l'obligé, si vous travaillez avec nous pour les primes, qui s'assurent en amont de cette installation chaudière fuel ou gaz que vous déclarez lors de la visite technique préalable, par exemple. Alors, question sur toujours le ballon tampon. Ouais. Donc, l'un d'entre vous précise travailler avec la marque Cofen qui revendique le fait d'avoir une contenance en eau suffisante, ne nécessitant pas techniquement, en tout cas, de rajouter un ballon tampon. Comment je fais? Vous êtes a priori en chargement automatique sur ces chaudières à granulés Cofen à plus de 225 litres, donc vous n'avez pas besoin de ce ballon tampon. Le ballon tampon concerne, enfin l'obligation du ballon tampon concerne exclusivement les chaudières installées en alimentation manuelle. Je pense que ça répond à la question. Alors, une remarque apparemment. Il n'est plus une question. Ah, ça y est. La modératrice s'est endormie, donc on a votre question écrite en taille 0,5 et... C'est moche. Voilà. Alors, cela représente un coût tout de même. Alors, si c'est la mention du fait d'ajouter un ballon tampon là où aujourd'hui ça ne serait pas nécessaire, oui, en effet, c'est un coût pour le client, etc. Mais ça vous coûtera moins cher que de ne pas être payé du montant des primes C2E auxquelles vous pourriez prétendre si le ballon tampon était présent. Parce que le risque, il est là, en fait, c'est que les primes ne seraient pas payées si le chantier est déclaré non conforme. L'avantage, c'est que la règle étant la même pour tout le monde, si un concurrent dit que ce n'est pas nécessaire, c'est un bon moyen d'expliquer au client qu'il se met à risque tout seul de ne pas avoir sa prime. A-t-on le droit de conserver un générateur type bûche existant avec une chaudière granulée? Dans le cas d'un remplacement fuel. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y avait une installation avec une chaudière fuel, une chaudière bois bûche en point, si j'ose dire, et vous venez remplacer la chaudière fuel par une chaudière granulée. Donc, on conserve la chaudière bois bûche. Alors, encore une fois, ça, ce n'est pas un point de contrôle qui fait partie de la liste de ce qu'on a mentionné. Pour moi, c'est OK. Et à contrôler sur l'éligibilité. Toi, tu en dis quoi, Jérôme? A priori, alors qu'est-ce qu'on a comme analogie? Non, je ne peux pas garder l'ancienne chaudière en relève. Enfin, je suis obligé de l'enlever. Par contre, tu remplaces du fuel par du granulé. Si j'enlève oui, mais c'est la problématique. Oui, non. Normalement, si j'enlève le fuel par le granulé, normalement, ça répond à la question. Peu importe qu'il y ait une deuxième installation. On va vérifier sur les FAQ qu'on va vous donner. Ça mérite qu'on soit plus clair là-dessus. Parce que du coup, la prime C2E étant proportionnelle à l'économie qui est générée, quelque part, s'il y a une relève, on pourrait se poser la question de dire est-ce que effectivement la nouvelle chaudière à granulés couvre 100% des besoins de la maison? Auquel cas, on aura 100% de la prime. Ou si elle n'en prend qu'une partie, et là, du coup, on aura du mal à évaluer le besoin couvert par la nouvelle chaudière. Donc là, alors c'est intéressant parce que en tout cas, ça rejoint un critère quand même de contrôle, c'est que la nouvelle chaudière installée, même s'il y a une chaudière bois bûche à côté, la nouvelle chaudière installée doit couvrir au moins 100% des besoins en chauffage de l'habitation. Demande de précision sur le paiement des contrôles, qui s'en charge. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc c'est EFI qui administre les dossiers, on traite la partie documentaire au préalable, s'assurer qu'au moins documentairement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir envoyer le dossier en contrôle. Et donc c'est EFI qui finance les contrôles, qui les prend à sa charge, que ce soit sur le premier contrôle et possiblement le deuxième contrôle, si jamais il doit y avoir deuxième contrôle, ce qu'on ne vous souhaite pas et ce qu'on ne nous souhaite pas. L'objectif de ces prises de parole et de ces échanges multiples, c'est justement qu'on balaye toutes les questions les doutes que vous puissiez avoir, de manière à ce qu'on disait tout à l'heure, faire bien dès le premier coup. Est-ce que les poêles hydro sont soumis également au contrôle au même titre que les chaudières biomasse? Et le tamponnage de celui-ci est-il obligatoire? Alors, a priori non, les poêles à granulés hydro sont exclus de
de ce dispositif qui est vraiment réservé aux chaudières. Vous avez un numéro de fiche C2E qui est vraiment dédié. Toutefois, comme la DGEC n'est pas en manque de ressources, il va bientôt y avoir existé la même fiche, enfin la même contrôle sur les poêles à granulés. Et donc, il y aura probablement des critères qui concernent spécifiquement les versions hydro de ces poêles à granulés. Oui, on est bien d'accord, c'est une volonté clairement affichée du gouvernement d'élargir la surface des contrôles de manière à ce qu'on ait de plus en plus d'opérations où on fait une vérification technique des documents, mais aussi on fait une vérification in situ, de manière à s'assurer que les performances qui sont prévues sur les documents, sur les factures et sur les machines correspondent bien à des économies réelles parce que l'installation est réalisée conformément aux conditions de mise en œuvre de ces matériels. Le temps tourne et on arrive à terme de notre présentation webinaire. S'il y a encore des questions, comme on le disait tout à l'heure, on se fera un plaisir d'y répondre via une FAQ. On prendra le temps pour des questions un peu pointilleuses de bien documenter la réponse de manière à ce que vous soyez tranquille sur la mise en œuvre de vos installations conformément aux conseils qu'on aura pu vous donner. On vous remercie d'être là. On va vous proposer, pour nous améliorer et savoir si le contenu de ce webinaire était conforme à ce que vous pouviez attendre, on va vous proposer un mini-sondage. Donc, vous avez un onglet sondage en bas à droite de votre écran. Donc, merci de cliquer, de nous donner votre avis. À partir de là, on regardera, nous, comment on peut s'améliorer pour faire mieux la prochaine fois. Normalement, on m'a dit que c'était encore très rapide. Donc, on doit pouvoir enchaîner immédiatement sur la suite. On vous remercie de votre attention. On espère que ce qu'on vous a présenté, que les documents qu'on va vous envoyer, documentant ces 18 critères et la checklist qui permettent de limiter les risques, vous seront utiles et qu'on réussira à avoir des bons taux de réussite sur ces contrôles. Avant de se quitter, juste une dernière nouvelle pour ceux qui n'auraient pas encore vu. On a une information hier de la part du ministère de la Transition écologique d'un bonus de 1 000 € des primes MPR sur les packs, mais aussi sur les chaudières biomasse. Alors, on n'a pas tous les détails sur les conditions de mise en œuvre, mais on pensait que c'était important au moins de vous communiquer cette info en avant-première. Dès qu'on en sait un peu plus au travers des décrets d'application sur les conditions de mise en œuvre, vous serez bien entendu les premiers informés. On vous remercie encore pour votre participation. On espère vous avoir été utile et on vous souhaite à très bientôt. Oui, et puis bon chantier. Au revoir. Au revoir.